jugement par le juge d'instruction. Nous reviendrons sur la polémique autour du transfèrement d'Ousmane Sonko du pavillon spécial à la prison du Cap-Manuel avec un ancien directeur de l'administration pénitentiaire qui nous expliquera la procédure normale. La suite de la tournée économique du président Macky Sall, le chef de l'État arrivé ce matin à Kaolack. Nous serons en direct avec notre correspondant sur place et puis nous irons à Kaffrine où le président est attendu demain. Dans l'actualité politique, focus sur l'opposition à 4 mois de l'élection présidentielle. Que fait-elle? Réponse dans le dossier qui nous sera proposé par Mohamed Ali Mouba. Et puis dans ce journal, nous tenterons également de comprendre les caprices du temps. Entre forte chaleur et quelques moments de fraîcheur dans la journée sur fond de poussière, à suivre l'éclairage de la météo. Dans l'actualité internationale, la Cour suprême britannique juge illégale l'expulsion de demandeurs d'asile vers le Rwanda. Kigali conteste enfin dans la rubrique Point de vue. Avec nos 2 spécialistes du jour, nous aborderons la question des maladies chroniques non transmissibles. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop. D'abord, retour sur ce drame survenu à Tcheifal la semaine dernière où un Baïfal a été tué par balle. 5 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. 7 autres mises en cause dans cette affaire attendent d'être entendues par le juge d'instruction du tribunal de Diourbel. Les précisions de Babacar Diouf. Les 7 autres présumés auteurs des troubles enregistrés à Tcheifali dans l'arrondissement de Touba Mosquée attendent toujours d'être entendus par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Diourbel pour connaître leur sort sur l'affaire du meurtre du Baïfal tué. Une audience qui pourrait se tenir tard dans la journée puisqu'à l'heure actuelle, on nous apprend qu'au tribunal de grande instance de Diourbel, ils sont à l'Assemblée générale. Les 5 autres prévenus avaient été placés sous mandat de dépôt. Cette affaire qui défrait encore la chronique à Touba est partie d'une bataille rangée entre Baïfal, chargé de la sécurité de Touba, et habitants du village de Tcheifal. Bagarre qui a occasionné une perte en vies humaines. Bambi, RFM, Babacar Diouf. Venons-en maintenant à la polémique autour du transfèrement d'Ousmane Sonko au Cap-Manuel. Beaucoup d'interrogations depuis hier. Dans quel cas un détenu peut-il être transféré d'une prison à une autre? Qui est habilité à prendre une telle décision? Koumba Sandiane Faye s'est entretenu sur le sujet avec un ancien directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Cheikh Tidiane Baye. Il y a des principes. Le transfèrement, c'est quelque chose qui est régi par un décret. Le décret qui organise l'administration pénitentiaire parmi des transferts. Le transfèrement est possible dans toutes les prisons qui ont la même juridiction, disons. Un détenu peut être transféré dans toutes les prisons de la cour d'appel de Dakar sans pour autant nécessiter autre chose. Et maintenant, les motifs de transfert. Le transfert, c'est quand, c'est-à-dire le premier motif, c'est pour raison de sécurité. Parfois, un détenu peut être dans une prison où on pense qu'il n'est pas en sécurité. On le transfère ailleurs pour éviter. Parce que le détenu, c'est un gars qui a tous les droits. Donc, sur le plan de sécurité, il a droit à la sécurité comme tout le monde. Parfois, c'est des motifs de santé, c'est-à-dire il est malade, il est dans une équipe, on le transfère dans une structure de santé pour lui permettre de recouvrer sa santé. Mais en tout cas, c'est toujours les 2 motifs principaux qui résistent le transfert. Ou parfois pour des raisons d'indiscipline, c'est-à-dire un détenu qui est difficile à tenir parce que peut-être qu'on pense que là où il est, il ne se comporte pas de la meilleure des manières, on le transfère ailleurs. Pour que, en tout cas, pour mettre fin à cette indiscipline. Pendant que j'étais directeur de l'administration pénitentiaire, j'ai jamais eu affaire à des avocats pour des transferts de détenus. Surtout pour des transferts de détenus qui sont dans des structures sanitaires. Parfois, la plupart du temps, c'est aux détenus, aux parents du détenu, d'aviser l'avocat. RFM, la radio de toute l'actualité. Deuxième étape de la tournée du chef de l'État, le président Macky Sall est arrivé un peu avant 11h dans la capitale du Saloum en provenance de Kédougou. Macky Sall a démarré la journée par une visite de chantier à l'université du Sine Saloum. Nous avons en direct notre correspondante à Kaolack, Fatumbo. Bonjour.
Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Où en êtes-vous de cette visite ce matin du président de la République à Kaolack dans le cadre de sa tournée économique? On est actuellement à l'université du Saloum, dans la commune de Mbatoul, où il doit visiter également l'avion présidentiel a atterri dans la capitale du Saloum à 10h47 dessus d'un plan. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une importante délégation des autorités étatiques coutumières de la région, mais aussi et surtout par les habitants de Kaolack en plein esprit festif. Je vous le disais tout à l'heure, actuellement à Mbatoul, où le président de la République est venu. Fatumbo, la qualité de la liaison laisse à désirer. On vous retrouve dans un instant, le temps de revoir la liaison. En attendant, sachez que le président Macky Sall est attendu à Kaffrine demain jeudi. Les habitants des zones rurales telles que Diokoul ou Lougué comptent accueillir le chef de l'État avec un chapelet de doléances. Ces zones souffrent de manque d'eau, d'électricité ou encore de routes non praticables. Reportage Ndeye Awabey. Les attentes des Kaffrinois sont énormes. Pour les habitants des villages de Meoundioben, l'arrivée du chef de l'État à Kaffrine est l'occasion parfaite pour exposer leurs difficultés, lesquelles sont relatives à un problème d'accès à l'électricité et de construction d'un pont routier pour faciliter leur déplacement. Babacar Diop. Le problème le plus épineux qui nous choque et qui nous entre également nos sommeils, c'est le manque d'électricité. Nous parlons directement à Macky Sall, le chef de l'État. À Lougué aussi, les habitants manquent presque de tout. Ils réclament au chef de l'État des solutions efficaces aux problèmes de leur localité. Il nous manque beaucoup de choses. Eau, électricité, nous sommes vraiment fatigués. Nous réclamons aussi une case de santé à Lougué Wolof. Autre difficulté évoquée par les habitants de Diokoul-Belbouk, l'accès à l'eau est un véritable casse-tête. Ils invitent le président Macky Sall à prendre des mesures idoines pour les soulager. Mambalendao. Une situation qui a trop perduré à Diokoul. Concernant le manque criard d'eau, l'électricité, le bitumage des tronçons soient réglés une fois pour toutes. Ces habitants de Diokoul, Meoundioben et Lougué attendent avec impatience le président Macky Sall. Ils espèrent tous avoir des solutions lors de la tournée économique à Kaffrine prévue ce jeudi 16 novembre 2023. Ndeye Awabey, Kaffrine, Radio Futur Média. Retour à Kaolack où je vous disais tout à l'heure, le président Macky Sall est arrivé un peu avant 11h pour l'étape de Kaolack de sa tournée économique. Nous retrouvons notre correspondante sur place, Fatumbo. Oui, Souleymane, l'avion présidentiel a atterri dans la capitale du Saloum à 10h47. Vêtu de blanc, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une importante délégation des autorités étatiques coutumières de la région, mais aussi et surtout par les habitants de Kaolack en plein esprit festif. Il est à noter que les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Amadou Ba sont arrivés à 10h10. Après la cérémonie d'accueil, le président s'est rendu à Mbatoul pour une visite d'évaluation du chantier des campus socio-pédagogiques de l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Après cette visite, le président va se rendre à Médina Baye pour présenter ses condoléances pour Khalif qui a récemment son jeune frère Serigne Ahibou Niass et c'est le chef de l'État va présider après cette visite au conseil présidentiel décentralisé vers le coup de 13h à la gouvernance pour le programme de cet après-midi. Le programme est prévu à 6h d'urgence avec les départements de la région. Souleymane, il y a le premier conseil La liaison est définitivement très mauvaise avec notre correspondante sur place, mais on retient que le président de la République va présider un conseil présidentiel tout à l'heure aux alentours de 13h dans le cadre
de cette visite. 12h10 à Lougué Wolof dans le Kaffrine également. Même heure à Lougué Torébé, Lougué Sébé et Lougué Foulbé dans le département de Podor. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Manque total d'eau au poste de santé de Mbour-Toucouleur depuis hier matin. La maternité fonctionne au ralenti. Le personnel peine à avoir de l'eau pour laver les nouveau-nés. La CNO a coupé les robinets de l'établissement de santé pour non-paiement des factures. Le maire, Cheikh Issa Sall, avait pourtant pris la responsabilité de régler l'intégralité des factures des Matidiens. La situation est critique au poste de santé de Mbour-Toucouleur. L'eau est coupée pour non-paiement des factures. Selon Ousmane Diédhiou, infirmier chef de poste de Darou Salam, cette situation découle du non-respect par le maire de Mbour de sa promesse. L'eau du poste de santé de Mbour-Toucouleur a été coupée. Il y a 6 mois de cela, nous avons interpellé monsieur le maire à travers une rencontre pour lui signifier des difficultés que nous rencontrons au niveau des structures. Le maire a pris l'engagement de régler ces problèmes. Ainsi, les dirigeants des 7 postes de santé de Mbour réunis exigent que l'eau soit rétablie dans les plus brefs délais au risque de paralyser le secteur de la santé dans le département. Nous dénonçons cela et appelons les parties prenantes à trouver des solutions pour que cela cesse dans les meilleurs délais. Donc si vraiment rien n'a été fait, donc nous risquons de paralyser le système dans le département de Mbour parce qu'on ne va pas exposer. Les blouses blanches ont fait également état d'autres difficultés qui affectent leur structure. Ousmane Diédhiou. Depuis 2021, il n'y a aucune structure de la commune qui a reçu son fonds de dotation. L'autre élément également, c'est l'évacuation des déchets biomédicaux au niveau des structures de santé. Pour le moment, les maisons environnantes ravitaillent le poste de santé de Mbour-Toucouleur en eau. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Dans la région de Louga, le poste de santé de Potou manque presque de tout. L'eau n'est pas de bonne qualité. Les locaux sont exigus et selon l'infirmier chef de poste, il ne dispose pas d'ambulance. Voici Fatou Bintou Souane, interrogé par Nafissatou Ndiaye. Au niveau du poste de santé, nous avons un problème de source d'eau. On a un puits qui a une pompe, mais l'eau n'est pas de bonne qualité. Maintenant, nous lançons un cri de cœur pour que les projets ou les ONG nous aident à avoir une source d'eau. Autre chose, le problème de l'ambulance. On n'a pas d'ambulance au niveau de Potou. Ça, nous en souffrons beaucoup. Parce que si un patient vient à l'urgence, qu'on doit transmettre à Louga, on est obligé d'appeler l'ambulance qui est à Sagde ou l'ambulance qui est à Medina Tcholom ou à Léona pour que l'ambulance vienne chercher ça. Beaucoup de choses. Et le pire peut se passer en cours de route ou en attendant cette ambulance-là. Autre chose, on a un problème d'espace. On a une petite salle de 2 lits, alors que nous observons en moyenne 5 patients par jour. En moyenne, si vous regardez dans la case, il y a des patients qui sont en observation à ce moment-là. Nous lancions un cri de cœur aux ONG, aux programmes, voilà, à venir nous aider par rapport à ça. Après la santé, l'éducation, les élèves des collèges et lycées de la commune de Linguère, encore délogés par leurs camarades du lycée franco-arabe. C'est le 2e jour sans cours dans ces établissements suite à la grève de 72 heures décrétée hier mardi. Ces élèves réclament des professeurs de mathématiques, de français, d'histoire et de géographie. Les élèves promettent de poursuivre leur mouvement d'humeur jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Éducation toujours, les enseignements apprentissages se feront désormais sur des tablettes. La stratégie devrait permettre d'améliorer la qualité des enseignements du préscolaire au lycée. Des experts sont à Thiès pour la validation des programmes. RFM Thiès, Charente Diop. Il s'est agi d'identifier, de sélectionner pour mieux restructurer les ressources numériques. Elles vont être intégrées dans des tablettes pour ensuite les distribuer aux élèves et enseignants. Yaya Koli, il est le coordonnateur des inspecteurs de l'éducation et de la formation du Sénégal. C'est une modalité, mais c'est plus rendre davantage l'élève autonome, l'enseignant autonome. Vous voyez, là, c'est une belle stratégie qui permet d'aller plus vite pour booster le système en matière d'amélioration de la qualité des enseignements apprentis. Et vous comprenez, à l'heure actuelle, dans le système éducatif sénégalais, avec toutes les évolutions que nous enregistrons, préparer ou envisager la mise à disposition des tablettes en direction des élèves, des enseignants et même de tous les acteurs qui gèrent le système est une décision majeure et très importante pour l'atteinte des résultats tels que l'amélioration de la qualité des enseignements apprentis.
Les défis sont énormes. Des experts ont planifié de façon rigoureuse des programmes spécifiques. Aminata Ndiaye, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il y en a beaucoup, si on vous dit que rien que dans le stock, il y a 500 ressources déjà conçues par nos experts. Donc on nous demande d'aller vers ces responsables de programme qui vont sélectionner ce qui est faisable pour l'année scolaire 2023 et de mettre en place. De rendre compte devant le Parlement et la représentation nationale. Selon certains experts de l'Éducation nationale, il y a des pays où le système n'a pas pu fonctionner, mais le Sénégal a pu transcender ces obstacles. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À présent, le focus de ce midi, focus politique sur l'opposition sénégalaise à 4 mois de la présidentielle. Que fait-elle, cette opposition? Que vaut-elle sur le terrain politique? Nous avons posé la question à des analystes politiques. Tous disent que c'est encore difficile pour la plupart de dérouler en l'absence d'Ousmane Sonko, le principal opposant. Voilà, donc en prison depuis quelques mois maintenant. Mohamed Ali Mouba. L'opposition sénégalaise peut-elle vraiment se relancer après l'emprisonnement de son principal chef, Ousmane Sonko, et la dissolution de son ex-parti? Pour le moment, ça se débrouille, mais la mayonnaise ne prend toujours pas face au rouleau compresseur du parti État. Pape Amadou Fall, journaliste, analyste politique. C'est une démarche que l'on attendait et que l'on attend encore de l'opposition de manière générale. Les forces sont dispersées à ce niveau avec des mouvements par-ci et par-là qui n'ont qu'un seul désir, aller à une présidentielle normée. Il y aura de la stabilité d'une certaine manière et que les Sénégalais puissent faire leur part de travail pour que le président qui soit élu dans les meilleures conditions. Mais selon Pape Amadou Fall, rien n'est définitif sur le landerneau politique sénégalais. Pour le moment, la place est faite au parrainage. Il faudra attendre la fin de cette étape pour voir les forces qui vont se dessiner. Le 29 décembre, les films qui seront faits se retourneront d'une certaine manière par rapport à ceux qui seront éliminés en termes de frustration. Et là également, ce sera une autre dynamique que l'on attendra pour voir où va aller. Omar Seck Ndiaye ne dit pas autre chose. L'opposition sera bel et bien au rendez-vous de la présidentielle avec une force de frappe conséquente. Il est analyste politique. Je pense que le réalisme voudrait que les gens s'organisent. Et puis d'autant plus qu'il y a une brèche aujourd'hui. On sait qu'il y a déjà une opposition à Benno Bokk Yakaar, des mouvements d'humeur interne, motivés par plusieurs considérations. Donc face à cet échouement de Benno Bokk Yakaar ou de la paix, c'est l'occasion jamais de profiter pour s'organiser. Je pense que si l'opposition ne s'organise pas, elle va à sa perte. Donc, parce que dans toute cette question-là, il y a une équation à l'inconnu. Et l'inconnu, c'est est-ce que Sonko sera candidat ou pas? Et ça va déterminer beaucoup de choses. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. L'opposition est divisée et elle a du mal à réorganiser les forces, les groupes, après l'éclatement de la principale coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi. Un mot de météo avec les caprices du temps. Le constat est bien là. On assiste à une transition climatique ces derniers jours. De la chaleur accompagnée de poussière au courant de la journée. Et puis le soir, des températures relativement basses. Selon la météo, la chaleur et la poussière proviennent de la Mauritanie et du Mali. Pape Ngor Ndiaye, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, soutient que la situation va perdurer jusqu'à la fin du mois de novembre. Il est avec Seydou Nourouba. C'est une situation qui est plutôt normale parce qu'une fin de saison des pluies rime toujours avec une forte chaleur. Mais aussi, c'est une période de transition, la fin de saison. Le mois de novembre est la plupart du temps une transition vers la fraîcheur et du coup les températures sont relativement basses, notamment les températures nocturnes et matinales. Donc nous remarquons une telle situation, un temps chaud accompagné de poussière parce qu'en réalité la chaleur nous vient un peu de la Mauritanie et du Mali et ces températures sont accompagnées souvent de poussière vu qu'au nord de la Mauritanie et du Mali c'est pratiquement le désert. Donc cette chaleur arrive au Sénégal accompagnée de légères couches de poussière au courant de la journée. Les alizés maritimes seront un peu plus fréquents sur le territoire, notamment sur le littoral et la zone nord. Donc d'où la baisse de température notée au niveau de ces localités la nuit et au petit matin. Donc c'est une situation qui va perdurer au courant du mois de novembre et on espère que
courant décembre, la fraîcheur va s'installer progressivement sur le pays. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Manifestation spontanée à Bamako après la prise de Kidal par l'armée. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer cette victoire. Des messages de félicitations fusent de partout alors que le CSP, les rebelles Touareg, parlent de repli stratégique. Zanga Abdoulaye Ouattara. Des responsables politiques et des organisations de la société civile ont salué les retours de l'armée dans la capitale de l'Adrar. Ainsi, l'ancien premier ministre Souibeka Moussamara considère la prise de Kidal par l'armée ce 14 novembre comme une importante étape de l'installation de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Rappelons que c'est suite à sa visite en mai 2014 que le Mali a complètement perdu la ville de Kidal. Les autorités du Burkina Faso ont aussi salué la reprise de la ville de Kidal et réaffirmé leur soutien au Mali. Nous mènerons ensemble ces combats, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES pour remporter une victoire définitive contre la barbarie et la terreur et asseoir les fondements d'une paix et d'une sécurité durable au Sahel. Peut-on lire dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement du Faso. L'Alliance des États du Sahel, la nouvelle organisation créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, salue l'arrivée des forces armées maliennes à Kidal. Selon l'AES, cet événement historique marque une étape importante dans le rétablissement de la souveraineté du Mali sur son territoire. De son côté, le CSP parle de repli stratégique. Dans un communiqué publié sur Facebook, le cadre stratégique permanent, la coalition des groupes armés rebelles affirme qu'elle s'est retirée de la ville pour des raisons stratégiques pour cette phase des combats. Le CSP appelle à toutes les composantes à une mobilisation permanente pour atteindre les objectifs déterminants de la nouvelle étape de la lutte. À Kidal, difficile d'avoir des informations faute de réseau téléphonique. Les groupes armés du CSP ont coupé les lignes téléphoniques depuis le samedi. Mais des sources locales annoncent un déplacement massif des habitants vers la frontière algérienne ou dans les villages environnants. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. C'est hier en milieu de journée que l'armée a annoncé avoir pris position dans la ville de Kidal. Le chef d'état-major général des armées était sur les lieux. Le général de division Oumar Diarra rassure les populations de Kidal. Cette rentrée à Kidal, loin d'être une opération de reconquête ou bien d'occupation de la localité, rentre dans le cadre des missions régaliennes des forces armées de sécurité. Il s'agissait de venir libérer les populations de Kidal qui étaient prises en otage par un consortium de mafias, de groupes armés terroristes et de crimes organisés qui n'avaient d'autre souci que leur propre intérêt au détriment des populations meurtries qui n'avaient accès à aucune ressource des services sociaux de base. Je voudrais profiter de cette antenne pour rassurer les populations de Kidal d'être calmes. Nous sommes là dans le cadre de la protection et de leur apporter tout leur soutien. Tout leur soutien, nous sommes des professionnels et nous continuerons à travailler dans ce sens. Cette opération a été réussie grâce au leadership de nos autorités politiques. En premier lieu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a donné des orientations très claires par rapport à la conduite de cette opération, et le succès et sa réussite. Et deuxièmement, le soutien du peuple malien, la population malienne qui n'a jamais fait défaut. Et aujourd'hui, dès l'annonce déjà de la rentrée des unités formées à Kidal, nous avons vu toute cette effervescence dans laquelle le peuple malien, le Mali se trouve aujourd'hui. Donc c'est pour encore magnifier, pour dire que les forces armées maliennes restent des forces nationales, des forces multiethniques, des forces professionnelles au service du peuple malien. En Grande-Bretagne, la Cour suprême juge illégal de renvoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Les hauts magistrats ont rejeté l'appel du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak. La Cour suprême a estimé que le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays sûr. Le projet avait été rejeté par une cour d'appel britannique en juin dernier. Après l'annonce, Kigali a immédiatement contesté la décision juridique. Le porte-parole de la présidence rwandaise a déclaré contester donc la décision selon laquelle le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. La guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne a investi l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Israël a lancé dans la nuit une opération ciblée dans l'hôpital qui reste considéré comme un site militaire stratégique du Hamas. L'autorité palestinienne, quant à elle, estime qu'il s'agit là d'une violation du droit international. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux, dont le parlement du Hamas dans la ville de Gaza. Georges Détié-Diop à l'instant, le journal international, merci. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous aborderons la question des maladies chroniques non transmissibles avec nos deux intervenants du jour. Le docteur Malik Anne, chef de division lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé, et maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Crise à la Fédération sénégalaise entre la Fédération sénégalaise et les clubs de Génération Foot et Djambar. Mbaye Jacques Diop invite les acteurs au dialogue. Mbaye Jacques Diop, journaliste sportif, membre de l'ANPS, invite les différents responsables du football sénégalais à s'asseoir et dialoguer pour trouver une solution. Ceci donc après les premières sanctions qui sont tombées hier venant de la Fédération sénégalaise de football, avec match perdu pour les deux clubs à l'occasion de la 3e journée et une amende de 300 000. Selon lui, cette situation n'arrange personne et dessert le football local. Mbaye Jacques Diop. C'est une situation un peu embarrassante. Pourquoi c'est une situation très embarrassante? Parce que tout simplement, on ne devait pas arriver à ce niveau-là. Et je pense qu'en tout cas, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des deux clubs que sont Génération Foot et Djamba, les gens doivent s'asseoir autour d'une table pour régler cette question. Il est vrai que la fédération est aujourd'hui l'autorité, en tout cas suprême, qui est en charge du football. Donc je pense que les partis doivent pouvoir s'entendre. Et au préalable, il faut comprendre aussi que la fédération est dans ses droits. Ça, il faut avoir le courage et l'intérêt de le dire, parce que c'est la fédération qui régule aujourd'hui le football, qu'on le veuille ou pas, et qui définit les statuts et les règlements intérieurs. C'est une délégation de pouvoir, c'est une structure qui a été élue démocratiquement par le mouvement sportif, et maintenant les gens doivent pouvoir au moins s'entendre autour d'une table. Et maintenant c'est là où véritablement le comité national olympique sportif sénégalais doit jouer son rôle, parce que le comité sportif, elle a aujourd'hui une mission de conciliation. Aujourd'hui, il y a une crise ou bien il y a un malentendu ou un différend qui existe entre deux partis et qui sont d'une même structure, que ce soit la fédération qui est délégataire et qui à l'instance suprême, et les clubs qui sont les associations. Leur rôle commence aujourd'hui de jouer pleinement son rôle, et on attend aujourd'hui que les dirigeants du comité national olympique sportif jouent véritablement leur rôle. Quand vous voyez par exemple en France, il y a 40 clubs qui sont des professionnels, et les stades n'appartiennent pas aux clubs, ça appartient aux collectivités territoriales, et c'est là où aujourd'hui on doit y aller. Il faudrait aujourd'hui qu'au niveau des collectivités territoriales, parce que le sport et le territoire vont ensemble. Le football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, première journée dans la zone Afrique aujourd'hui. Éthiopie contre Sierra Leone, Mauritanie contre la RD Congo. En RD Congo, le Rwanda qui reçoit l'équipe du Zimbabwe. La Guinée équatoriale joue contre l'équipe de la Namibie. L'équipe nationale du Sénégal va jouer samedi 18 de ce mois au stade Maître Abdoulaye Wade contre le Soudan du Sud. Un match à huis clos comme la séance d'aujourd'hui prévue à 17h30 à l'annexe de Diamniadio. Séance également qui sera à huis clos. Coupe du monde U17, le Sénégal vise désormais les quarts de finale. Après la qualification pour les huitièmes de finale au Lamé, après 2 journées sanctionnées par 2 victoires, une première victoire devant l'Argentine 2-1 et une deuxième qui a été éclatante hier devant la Pologne 4-1. Cheikh Tidiane Diagne revient sur les performances de l'équipe nationale championne d'Afrique U17, mais également sur ce qu'il attend donc pour la suite de la compétition. Parmi les représentants africains à cette Coupe du Monde, le Sénégal a validé son ticket pour les huitièmes de finale après sa victoire écrasante obtenue hier sur la Pologne 4-1. Les champions d'Afrique étaient déjà tombeurs de l'Argentine 2-1 samedi dernier. L'analyse de notre consultant, Mounir Sonko. Une très bonne équipe sénégalaise, en tout cas lors du premier match qui a eu quelques difficultés face à l'Argentine. Bien vrai qu'on avait mené 2-0 à la mi-temps, mais quand même au niveau du milieu de terrain, on a beaucoup souffert. Mais quand même, les garçons ont pu le faire, on a gagné sur le score de 2-1. Au second match, Serigne Saliou Dia n'a pas hésité à changer son dispositif, notamment au niveau de l'entrejeu. Ce qu'on peut dire est que le bilan est plus que favorable dans la mesure en 2 matchs, on marque 6 buts, 2 buts encaissés, donc un ratio de 3 buts par match. Le Mali et le Maroc, les autres représentants africains, ont concédé chacune une victoire, une défaite et vont devoir batailler ferme lors de leur 3e sortie pour décrocher une place en 8e. Les aiglons maliens croiseront demain, jeudi, à 9h GMT, le Canada, tandis que les lionceaux de l'Atlas s'opposeront au pays hôte, l'Indonésie, à partir de 12h GMT. Pour éviter tout calcul, ils devront battre leurs adversaires respectifs afin de rejoindre le Sénégal au tableau des 8e. Par contre, ça n'est fini pour le Burkina Faso, battu à nouveau ce mercredi par les États-Unis.
Voilà, Souleymane, dans l'édition de 13h, nous aurons la première réaction de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, sur cette crise entre l'instance fédérale et les clubs de Génération Foot et de Djambar. Nous l'aurons dans le journal de 13h, Inch'Allah. Rendez-vous est pris. Merci, Malal. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Ousmane Sonko, le retour en prison. Après des mois passés en soins intensifs à l'hôpital principal de Dakar, le leader de ex-Pastef retrouve ainsi le bagne. Pas à la prison de Sébikotane, mais au Cap Manuel. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, mais ses avocats ne l'ont appris que plusieurs heures après. Très en colère, un de ses conseils pète un câble. Maître Ciré Clédorli parle de simple enlèvement. Un surprenant changement de cap que rapporte la plupart des publications de ce mercredi, mais aussi le communiqué de l'administration pénitentiaire. Le quotidien pointe tout de suite une controverse autour de cette affaire. Une controverse entre ses avocats et l'administration pénitentiaire. Enquête lui voit une nouvelle polémique. L'Obs, le manuel de transfert de Sonko au Cap, son transfèrement résulte d'une recommandation de son médecin traitant, soutient l'administration pénitentiaire. Mais du côté de Sourça, on voit autre. Au-delà de la polémique, selon le journal, c'est tout bénéfique pour Ousmane. Le journal rappelle que lui-même a souvent demandé à repartir en prison. En réalité, il s'ennuie à l'hôpital principal puisque coupé de toutes ses bases. Le journal note qu'il ne recevait que de rares visites. Selon le confrère, ce transfèrement en prison l'arrange malgré tout ce qu'en disent les pastéfiants. El Malik Ndiaye, justement, est l'invité de la rédaction de Sourça. Le spécialiste en communication de ce parti dissous s'épanche sur plein de sujets. Mais le monsieur comme de ex-Pastef soutient que le 17 novembre, ce sera le procès de la justice, de la démocratie et non d'Ousmane Sonko. La Cour suprême a l'opportunité, selon lui, de redorer ainsi le blason de Dame Justice. Ce jour-là, en tout cas, la Cour suprême va évacuer ou examiner plus précisément le recours introduit par l'AGE aux fins d'anéantissement de la décision du juge du tribunal d'instance Ziguinchor. Enquête en profite pour dresser le portrait du président de la Cour suprême, Ali Sireba, Siré Aliba, tel père, tel fils. Le journal fait le procès d'un principal opposant au pouvoir. Son père, en 1988, avait rendu une décision presque en faveur de l'opposant de l'époque, Maître Abdoulaye Wade. Justice toujours, Ousmane Sonko encore, qui sert cette fois une citation directe à Kendela Fall. Selon le journal Les Échos, il poursuit le directeur général de la DGE pour atteinte à l'autorité de la justice et discrédit sur une décision de justice. Il réclame 2,5 milliards. Tahaou Sénégal qui s'oppose à tout report de la présidentielle. Barthélémy et Tahaou disent donc niet selon enquête. Gakou lui pose sur toute la tribune de Bosby le jour. Grand parti, grande plaidoirie. Avec la Sénat, ce qui se passe, nous ne sommes pas rassurés, dit-il. Mon pédigré et mon cursus politique s'imposent devant tous les autres candidats. Sonko doit participer, nous nous battons pour cela. Fin de citation. Déthié Fall ne dit pas autre chose en conférence de presse hier. Déthié affirme qu'il s'attend le 17 novembre prochain à la réintégration d'Ousmane Sonko sur le fichier électoral, soutenant par ailleurs avoir dépassé ses objectifs en matière de parrainage. À lire tout cela dans le journal L'Info. Anta Babacar Ngom, elle est l'hôte de la Casamance, c'est le témoin qui nous l'apprend. Elle est même la reine de la Casati Mansa. Accueillie chaleureusement là-bas, elle a promis monts et merveilles. Le front de l'opposition contre les dérives du régime actuel à la recherche du temps perdu, tétanisé par le mortal combat entre le régime et ex-Pastef. Le réveil est brutal pour les opposants, note le confrère. Mimi Touré et compagnie essaient de s'organiser pour faire face au régime qui déroule. FIT s'inscrit dans une longue tradition de front contre le pouvoir en place. Le journal Le Quotidien fait focus, lui, sur la tournée économique du président de la République à Kédougou. Le journal parle de cadeaux d'adieu du président de la République, désenclavement et accès à l'électricité en hausse là-bas. On termine par du sport en première page du journaliste de Quotidien. Deuxième galop des Lions à Diamniadio, c'est au sujet des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Seul Namphalis Mendy manque à l'appel, relève Le Quotidien. La défense centrale des Lions à présent, Niakhaté Koulibaly, nouvelle assurance, s'exclamant une, le confrère, des prestations de référence contre le Brésil et le Cameroun, rappelle le journal, vers une quatrième association de Sud face au Soudan du Sud. Dans le journaliste de Quotidien, toujours mondial U17, nouvelle démonstration de force de l'équipe du Sénégal. Second tour validé, donc les Lionceaux en 8e de finale après avoir donc battu 4-1
2-1 la Pologne. Pourquoi les Lionceaux peuvent aller loin en Indonésie? Le journal vous explique tout en page intérieure. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. La journée mondiale de lutte contre le diabète a été marquée hier et aujourd'hui. L'hôpital Abbas Ndao qui abrite le centre Marc Sankalé spécialisé dans la prise en charge des malades du diabète organise des journées médicales à Dakar. Le diabète, une maladie chronique non transmissible parmi d'autres. Pour en parler de ces maladies non transmissibles et chroniques, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Malik Anne, chef de division lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Docteur Malik Anne, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous sommes également avec Maître Massokhna Kane, président des SOS Consommateurs. Maître Massokhna Kane, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va commencer avec le docteur Malik Anne. Dans la typologie des maladies qui peuvent affecter les êtres humains, voire les animaux, puisqu'on parle de One Health maintenant, quelle est la pertinence de distinguer les maladies chroniques non transmissibles? Quel est l'état des lieux au Sénégal? Quelles sont ces maladies chroniques non transmissibles? Merci Suleiman. Bonjour à Maître Massokhna Kane par rapport au travail au niveau des consommateurs. Bonjour à tous les auditeurs de RFM. En fait, c'est une question très importante actuellement, parler de maladies non transmissibles. Il faut savoir que dans nos pays en développement, pratiquement le fardeau des maladies était plus particulièrement représenté par le paludisme, par le VIH, par la tuberculose. Vraiment, ce sont ces maladies-là qui étaient en avant en termes d'ampleur, en termes de déficit de ces maladies-là qui étaient en avant. Mais on a vu que ça, on appelle tout à l'heure, on appelle la transition épidémiologique. Nous avons vu ces dernières années que les maladies non transmissibles commencent à avoir de l'ampleur. Quand on parle de maladies non transmissibles, on parle pratiquement, il y a beaucoup de maladies non transmissibles. C'est des maladies qui ne sont pas contagieuses, qui ne sont pas infectieuses, dont l'origine n'est pas infectieuse, dont l'origine se trouve sur des facteurs de risque comportementaux, biologiques, et ainsi de suite. En général, quand on parle de maladies non transmissibles, les majeurs sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les maladies du cœur. Il y a aussi ce qu'on appelle les affections respiratoires chroniques, à savoir l'asthme. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie rénale chronique. Il y a aussi le diabète. Donc, ça, ce sont les affections majeures quand on parle d'affections chroniques. Il y a aussi même les troubles mentaux et neurologiques qui sont aussi des affections très importantes qui posent aussi un problème quand on parle de MNT. Maintenant, leur fardeau dans le monde, c'est 74% des décès dans le monde sont imputables aux maladies non transmissibles dans le monde. Au Sénégal, c'est 45%, selon le dernier rapport de l'OMS en 2022, 45% des décès sont attribuables aux maladies non transmissibles. Donc, il montre donc, il y a d'abord cette transition épidémiologique. Actuellement au Sénégal, les problèmes de santé se résument surtout aux problèmes liés à ces sections chroniques. Donc, et qu'est-ce qui explique cette transition épidémiologique? Quels sont les facteurs clés? En fait, on a fait beaucoup de résultats. On a fait beaucoup de résultats par rapport aux sections contagieuses. Il y a la vaccination, beaucoup d'actions ont été menées, la formation, la vaccination, ce qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons pu faire reculer les maladies transmissibles. Mais actuellement, ce qui explique cette tension épidémiologique, c'est multifactoriel. Il y a l'urbanisation galopante, qui est un élément. Il y a aussi les facteurs risques comportementaux, l'alimentation, ce que nous mangeons. Ça, c'est des facteurs risques. Donc, il y a le tabac, il y a l'alcool. Donc, c'est un des facteurs risques qui exposent davantage la population à faire ces maladies non transmissibles. Et peut-être nous allons revenir dans la discussion comment le ministère a bâti sa politique de prévention pour prévenir un peu ces maladies. Effectivement, si le temps nous le permet, nous reviendrons sur effectivement la politique de l'État en la matière. Maître Massokhna Kane, l'une des particularités de ces maladies, c'est que ce sont des maladies à soins coûteux. Il coûte très cher de prendre en charge un malade du diabète, un hypertendu ou d'autres maladies non transmissibles qui ont été listées tout à l'heure par le docteur Malik Anne. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, est-ce que vous avez évalué justement la part des soins de ces maladies-là pour soigner ces maladies dans le budget des familles?
Et qu'est-ce que vous préconisez à l'État pour justement alléger le fardeau des dépenses de santé, en particulier sur ces maladies-là? Merci. Je dois d'abord saluer le professeur Anne, le docteur Anne qui est dans l'émission, et saluer vos auditeurs aussi. La question que vous posez sur le budget de la prise en charge, je pense que c'est des autorités que nous attendons, qui nous disent exactement quelle est la politique qui a été définie et quel est le budget qui a été mis en place pour cela. Parce que nous avons participé les 25 et 26 septembre passés à l'appel de Dakar sur ces maladies non transmissibles, et il y avait toutes les autorités. Et il était question, après l'appel de Dakar, qu'il y ait un programme qui est beaucoup plus élargi, des stratégies qui sont mises en place, une feuille de route, etc. Mais je crois qu'il faudrait que l'État prenne plus en charge ces questions-là, parce que comme vous avez dit, c'est des maladies à soins coûteux, et c'est des maladies qui durent, qui restent avec la personne. Donc la prise en charge est très lourde pour les ménages. Donc il faut que l'État se substitue à ces ménages-là et qu'on nous dise quelle est la part de budget que l'État met en place, parce que à part les petites prises en charge, si on prend par exemple les dialyses, si on prend également en charge les chimiothérapies, etc., ça, ce sont vraiment des gouttes d'eau dans la mer. Hein, parce que ces maladies-là, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales, etc., ainsi que les maladies mentales, il faudrait que le Sénégal ait une politique beaucoup plus ardue, une prise en charge beaucoup plus importante que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Du point de vue consumériste, est-ce que ce sont des questions émergentes? On sait que quand on parle souvent du coût de la vie, on évoque plutôt les denrées de consommation courante, l'alimentation, parfois l'énergie, etc. Mais est-ce que l'achat des médicaments, la prise en charge médicale, les dépenses médicales sont une problématique, disons, émergente chez vous? Vous savez, le grand problème, et nous avons fait une communication sur ça lors des assises des 25 et 26 septembre, c'est d'abord la prévention, la politique de prévention. Parce que comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Vous savez, ces maladies coûtent tellement cher et sont en train de se développer à un rythme tel que il faut une très bonne politique de mobilisation et de sensibilisation vis-à-vis des publics pour prévenir. Et cette politique de prévention doit être très, très développée. L'État du Sénégal doit mettre en place. Nous n'avons pas les moyens de prendre en charge les soins coûteux de ces maladies-là. Donc, il faut les prévenir. Il faut des politiques de prévention. On en reparlera tout à l'heure avec vous pour faire le lien entre la consommation, justement, et la prévention de certaines maladies qui peuvent éviter avec une nourriture un peu plus saine, par exemple. Mais avant cela, je vous prends au mot. Demandons au docteur Malik Anne et répondons un peu à son interpellation. Que fait l'État du point de vue de la prévention, mais succinctement, mais également du point de vue de la prise en charge des malades? Merci beaucoup, M. Nian. Si vous me permettez, je voudrais un peu revenir par rapport au coût. En fait, au niveau du ministère, nous avons fait une étude qui a été faite par la direction de la planification de la recherche et des statistiques, une étude pour voir un peu le coût par rapport à ces maladies non transmissibles. Comme vous l'avez dit, c'est des maladies à soins coûteux. Et nous avons trouvé que, en moyenne, c'est 233 milliards, 230,6 milliards que les ménages ont consenti pour des soins liés aux maladies non transmissibles. Au Sénégal? Au Sénégal. Donc de 2017 à 2020, nous avons fait l'évaluation des comptes de la santé. Nous avons vu que 233,6 milliards ont été consentis, supportés par les ménages pour les soins. C'est-à-dire 3/4 des dépenses de santé. Donc, pour dire donc, ça apparaît. Et en plus de cela, nous avons fait une politique pour renforcer un peu la protection sociale dans ce cadre-là. C'était pour voir un peu ces soins coûteux étaient insupportables et comment il fallait faire, le ministère allait faire pour accompagner cela. Et en plus de cela, aujourd'hui, nous avons fait des politiques de gratuité.
c'est 5,2 milliards dans le cadre de la dialyse. Aujourd'hui, la dialyse est totalement gratuite. La chimiothérapie, elle est gratuite. À eux, c'est 1,5 milliard de gratuité pour la chimiothérapie. Ça, c'est quand on trouve une place, on arrive à accéder justement au service. Oui, en fait, c'est la prise en charge, c'est pour la chimiothérapie des cancers du col et du sein qui est totalement gratuit. Et normal, en fonction des autres types de cancers, c'est 30 à 40% de gratuité. Mais comme vous dites, en fait, c'est énorme en termes de défis et que le pays actuellement, au moment où l'on parle, le ministère a donné instruction, on a mis en place ce qu'on appelle un plan d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles. Parce qu'on a vu aujourd'hui le fardeau de les maladies non transmissibles, il ne faudrait pas attendre, il faudrait prendre des problèmes à bas le corps. Nous avons actuellement, on parle, un plan d'accélération 2023-2025 pour un peu renforcer cette politique en termes d'abord de prévention. On s'est dit d'abord, il ne faut pas attendre la maladie, il faut aller avant la maladie dans la prévention primaire. Et qui parle de prévention primaire, c'est adresser les facteurs de risque. Parce qu'en général, ces maladies que nous venons de dire, que ce soit les cancers, que ce soit le diabète, que ce soit les cancers cardiovasculaires, ces maladies-là ont en commun des facteurs de risque, à savoir une mauvaise alimentation, une alimentation trop salée, trop grasse et trop sucrée, à savoir l'inactivité physique, à savoir le tabac, à savoir l'alcool, à savoir la pollution de l'air. On s'est dit donc qu'il faut bâtir un programme de prévention basé sur ces facteurs de risque comportementaux qu'on peut modifier. Parce qu'il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas modifier. Il y a des facteurs liés à l'âge, il y a des facteurs liés au sexe qui font qu'on ne peut pas modifier cela. Mais par contre, les facteurs comportementaux qu'on peut modifier, il faut agir sur la prévention, agir sur la sensibilisation, faire en sorte que les collectivités territoriales jouent un rôle pour qu'on puisse avoir des espaces pour pratiquer du sport, des espaces pour faire du sport, mais en même temps aussi donner permettre aux populations d'avoir une bonne alimentation. Une nourriture saine. Le ministère de la Santé qui est acteur. Il y a aussi les autres ministères, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie. C'est pour ça que nous avons une démarche multisectorielle impliquant d'autres secteurs dans cette politique de prévention. Merci. Nous avons élaboré. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. En tout cas, c'est un vaste programme très intéressant. Nous aurons d'autres occasions de développer. Une dernière question pour Maître Massokhna Kane. Je l'évoquais tout à l'heure. Cette équation, consommer sainement à bon prix, pour éviter justement ces maladies non transmissibles et chroniques, c'est une équation presque insoluble ou insolvable parce que insoluble, je devrais dire, parce que justement la nourriture pas chère en général, c'est connoté nourriture de mauvaise qualité. Oui, vous savez, on a dit qu'on est tous d'accord que nous n'avons pas les moyens de soigner. Donc, tout dans la prévention. Et dans la prévention, comme on l'a dit, c'est des stratégies. Et parmi toutes ces mesures de prévention, évidemment, il y a la lutte contre la malbouffe. Ça, nous savons que au Sénégal, on mange très mal, alors que nous avons les moyens. Si on fait la sensibilisation qu'il faut à travers des acteurs identifiés et tout, on peut faire, je cite au passage, il y a les associations, il y a les associations de quartier, il y a les Badianougor, il y a les nutritionnistes, etc., dans les centres de santé, dans les autres. Tout cela, comme l'a dit le docteur Anne, il faut tout mettre dans la prévention. Et il faut une grosse politique que l'État a définie et qui est appliquée avec des acteurs multiformes. Donc, il faut des moyens. Je prends un exemple, les émissions radio ou télévision. Si l'État, par exemple, finançait ce genre d'émissions, il y aurait beaucoup de radios ou de télévision qui vont faire des émissions de sensibilisation avec des experts au lieu de mettre des clips de danse et de théâtre tous azimuts. Mais il faut un financement. Il faut la prévention, il faut un financement. Il faut éduquer les enfants depuis l'école pour l'alimentation, la mauvaise alimentation. On a vu les dégâts que font les hamburgers et tout ça là dans les pays développés. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne mangent pas assez ici en Afrique, alors que chez eux, les gens meurent parce qu'ils mangent trop et ils mangent mal. Vous savez, il y a tout ça. Donc, l'émission ne permet pas de développer tout ça. Oui. Il y a des débats très importants. Mais il y a des pistes très intéressantes que vous avez... Je salue au passage et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète, les professeurs comme le professeur Mbaye, je crois qu'elle s'appelle la responsable du centre antidiabétique, Maïmouna Ndour Mbaye, et aussi Baye, le directeur général
Baye Omar Gueye. Baye Omar Gueye, qui fait un travail énorme pour ce qui est de la lutte contre le diabète. Donc, c'est ce genre d'action-là qu'il faut promouvoir. Merci. Mais il y a la lutte contre la sédentarité, tout ça. Là. Bon, il y a toute une beaucoup de choses à faire, effectivement. Qui est connue, et nous, nos experts le savent, mais c'est une question de mise en œuvre. Il faut passer aux actions maintenant, à l'action. Merci vraiment, Maître Massokhna Kane, président des SOS Consommateurs. Merci également au Dr Malik Anne, chef division lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé. À 12h50, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde